édition spéciale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba TV News. Bienvenue dans cette édition spéciale hommage au président Amadou Toumani Touré. Amadou Toumani Touré est né le 4 novembre 1948. Il est décédé le 2 novembre 2020. Il a marqué les Maliens. Amadou Toumani Touré, c'était un style, un homme, une vision, une marque. Et aujourd'hui, ses amis ont décidé de lui rendre hommage. Et Djoliba TV aussi a décidé de consacrer cette journée en hommage au président Amadou Toumani Touré. Donc depuis ce matin, ce sont des éditions, une revue de presse consacrée au parcours d'Amadou Toumani Touré. Et toute la soirée aussi, le journal télévisé. Il y aura aussi une émission spéciale à 21h sur le parcours, l'ami des enfants, le soldat de la paix, le soldat aussi de la démocratie qui était Amadou Toumani Touré, avec les invités Serge Daniel, Ndiaïba, ancien ministre, et Alpha Soumanou. Donc, pour parler, il y a un livre est sorti ce matin justement pour rendre hommage au président, l'ancien président Amadou Toumani Touré. Avec la permission de la réalisation, nous allons montrer un peu en image le livre. Amadou Toumani Touré, voici là les grands discours de 2002 à 2012. Voilà, donc c'est 2002 à 2012, tous les discours et interventions du président Amadou Toumani Touré se trouvent dans ce livre et qui est sorti ce matin, donc disponible. Donc pour parler justement de ce livre, de qui était le président Amadou Toumani Touré, nous recevons sur ce plateau un ami, un proche d'Amadou Toumani Touré, un élu local, Alpha Soumanou. Bonsoir. Bonsoir. Alpha Soumanou, dit Alpha Dios. Oui. Alpha Dios. Donc vous êtes un élu local de la commune de Bamafélé. Donc vous êtes aussi un proche d'Amadou Toumani Touré. Donc ce matin, un livre pour rendre hommage au président Amadou Toumani Touré. Est-ce que déjà, vous pouvez nous dire les motivations qui ont conduit à la sortie de ce livre? Merci, M. Ataher. Je voudrais avant tout propos rendre grâce à Dieu, vous remercier pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre plateau. Djoliba TV aujourd'hui fait partie de la crème de la presse visuelle au Mali. Vous êtes aussi, vous, M. Ataher, parmi les meilleurs présentateurs qui sont aujourd'hui, je veux dire, pas à la mode, mais qui font la fierté du Mali. Parce que vous savez, la presse, elle est multiforme, et puis il y a un peu de tout, mais il y a quand même quelques journalistes qui se sont illustrés par la qualité de leur comportement journalistique. Donc nous apprécions ça. Je voudrais en second lieu vous remercier et saluer par la même occasion vos téléspectateurs. J'ai aussi appris qu'il y a une radio, donc les auditeurs. Vous dire vraiment que c'est un honneur, c'est une fierté d'être sur votre plateau et parler de mon ex-patron, paix à son âme. Nous pouvons dire il était comme un papa aussi parce qu'il nous a pratiquement élevés. Donc c'est avec beaucoup d'émotion et de souvenirs que nous allons aborder certaines questions de souvenirs sur l'homme. Maintenant, pour revenir à la question que vous m'avez posée, je pense que les motivations sur cette revue, qui est une collection, une compilation de l'ensemble de ses discours et interventions pendant les 10 ans qu'il a eu à passer à la tête du pays. Les motivations sont simples. C'est d'abord pour faire revivre dans la conscience collective tous les actes, parce que les discours et interventions sont liés à des actes. L'engagement qu'il a pris à travers les 2 projets de société, n'est-ce pas, pour le Mali, c'est pour justement faire revivre, c'est-à-dire que les réalisations qui ont été liées à ces engagements. Donc le livre explique en partie, si nous pouvons constater, l'œuvre du président ATT. Okay. Voilà. Nous en parlons tous les jours, mais quand on a une compilation de discours comme ça, on peut voir large vue. On va voir peut-être après les grands discours qu'on peut retrouver dans ce livre, qui vous ont marqué, mais déjà votre contact avec ATT,
Votre histoire avec ATT est venue comment? Je le disais en introduction, vous êtes un proche de l'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré. Quelles étaient vos relations? J'avoue, c'est, comme je l'ai dit, je le dis avec beaucoup d'émotion. J'ai connu le président ATT en août 1992. Donc, 93, je m'excuse plutôt, en août 93. Cela fait plusieurs années derrière nous. Nous avons été le voir un samedi à la base aérienne. Il était ancien chef d'État. Il n'avait pas encore déménagé dans sa résidence d'ancien chef d'État. À la suite de la création d'une association que nous appelions à l'époque le groupe ATT GATT. Les objectifs de cette association se résumaient autour de 2 ou 3 points. C'est-à-dire, c'est une reconnaissance à l'exemple qu'il a fait montre dans l'avènement de la démocratie, soutenir ses actions humanitaires qu'il avait entamées à travers la création de la Fondation pour l'enfance dédiée aux enfants. Vous connaissez ses rapports avec les enfants. Et en troisième lieu, c'est immortaliser en quelque sorte dans les consciences vraiment cet homme qui a marqué l'histoire de notre pays, de la démocratie, l'avènement de la démocratie. Donc nous avons été le voir pour lui présenter l'association. Et il en était très fier, il nous a remerciés. Et à partir de ce jour-là, mes contacts, mes liens, contacts sont noués avec le président ATT. Et depuis ce jour jusqu'à sa mort, nous sommes restés vraiment en contact. Et Dieu merci, nous avons gardé d'excellents rapports jusqu'à 5 jours avant sa mort. Okay. Si vous parlez d'ATT, par exemple, quels souvenirs vous reviennent le plus souvent? Quelle image vous revient? Le souvenir qui me revient, c'est le souvenir que nous avons passé avec lui, les 10 ans que nous avons passé avec lui à la Fondation pour l'enfance. Vous savez, quand on côtoie un homme d'État, un président, un ancien président, c'est une école d'apprentissage, c'est une école, on apprend, et on observe. C'est un homme qui est empreint d'une très grande humilité. Et quand on parle de ATT, vraiment c'est le souvenir d'un homme humble, un homme simple, un homme serviable et un grand patriotisme. Donc en quelque sorte, la maturation même de ton être, ton leadership politique, tout vient un peu de ce que l'on constate chez l'autre que nous considérons comme mentor, que nous considérons comme référence. Donc, et le deuxième souvenir, c'est son attachement aux enfants. L'attachement aux enfants. Et le troisième souvenir, c'est vraiment ce sentiment permanent qu'il abrite de consensus, parce qu'il pense toujours que les gens doivent se mettre ensemble pour bâtir, quel que soit le chantier. Donc, ce sont ces quelques souvenirs. Okay. Amadou Toumani Touré, on l'avait dit, c'était aussi ATT, c'était aussi un style. Il avait le sens de l'humour, c'était les anecdotes. Quelle anecdote vous gardez un peu de l'homme au cours de vos multiples échanges et puis voilà, et contacts? Bon, l'anecdote, comme je l'ai dit, il a ce magie, je ne sais pas comment je vais expliquer, de vous mettre à l'aise chaque fois que vous êtes en contact. Chaque fois que vous êtes en contact. Et il a la boutade, c'est-à-dire que comme nous sommes aussi cousins à plaisanterie, donc il était très très enclin à mettre ça, en tout cas dans vos rapports, pour casser la glace. C'est-à-dire qu'il n'aime pas... il n'avait pas de rapport avec nous de patron, employé ou vice-versa. Mais il voulait un rapport humain. Le rapport humain et un rapport de simplicité pour aborder toutes les questions d'actualité ou d'intérêt commun. Oui, mais lui-même, ATT, qui étaient ses modèles? Est-ce que son modèle était au Mali, en Afrique? Qui était le modèle, par exemple, politique, ou c'était militaire? Qui était le modèle du président Amadou Toumani Touré? Bon, je ne peux pas véritablement avoir la prétention de dire ou de citer les modèles de ATT, parce que modèle, on n'en parlait pas beaucoup. Mais je peux vous expliquer en parallèle, en fait, sa vision de la vie. C'est-à-dire que ATT
il nous disait, moi il me disait particulièrement ça, il me disait, mais Alpha, vous savez, ce pays-là, souvent les gens ne comprennent pas mon comportement de quelqu'un qui est humble ou simple. Il dit, ça résulte d'un certain nombre de constats. Il dit, mais j'ai vu la période de Modibo Keïta. J'ai vu la période de Moussa Traoré, j'ai participé jusqu'à la chute de Moussa Traoré. J'ai été acteur de l'avènement de la démocratie. Et quand on voit tous les événements qui se sont déroulés, tout ce qui s'est passé dans ce laps de temps, l'on comprend que la vie n'est pas facile et que seule l'humilité peut faire en sorte qu'un homme puisse se frayer le chemin et rester grand dans ce qu'on fait. Donc, je pense que s'il avait... Son modèle, c'est vraiment l'expertise qu'il a, c'est-à-dire l'observation qu'il a fait de la vie, depuis certainement son enfance jusqu'à la prise de pouvoir. Je pense que c'est ce qui fonde sa personnalité en réalité. C'est ce qui fonde sa personnalité. Mais ça, c'est des discussions intimes qu'il ne fait pas avec tout le monde. Voilà. Donc c'est ça l'homme, c'est-à-dire il a un regard sur le passé. Okay. Est-ce que, voilà, il a vécu tellement d'événements que ces événements, la conclusion, en tout cas le résumé de ces événements dans sa tête, c'est de se dire, il ne sert à rien l'arrogance, il ne sert à rien... J'avais lu un livre des journalistes, un confrère sénégalais qui, après, a travaillé à la présidence avec Macky Sall, El Hadj Kassé qui était... Le livre de El Hadj Kassé, le style ATT, oui, le style ATT, le consensus. Il disait dans un des passages, c'est ATT qui parlait, c'était une grande interview où ATT disait qu'il avait eu des postes de commandement où, comme méthode de gestion, il n'a jamais sanctionné, il n'a jamais fait de mise à pied, par exemple, à ce qu'il avait... qui était sous sa garde, sous sa responsabilité. En effet, il nous a dit ça. Il dit que jamais, je ne sais pas si c'était une seule fois qu'il a regretté, mais voilà. En tout cas, 30 ans de commandement, il disait qu'il ne se souvient pas avoir sanctionné un subordonné. C'est ce que je vous ai dit. Mais pour vous, le fait de ne pas sanctionner, est-ce que ça aussi, ça ne va pas amener une sorte de laxisme où les gens vont faire à leur tête? Oui, on peut le dire. Moi, comme je l'ai dit, chacun a ses qualités et ses défauts. Le fait de ne pas sanctionner peut être assimilé à ça pour certains. Mais telle n'est pas sa vision, parce que lui, il pense honnêtement que c'est un homme de conciliabule, il est à la recherche permanente du consensus. Je pense que les gens sont perfectibles, qu'avec le temps, les gens... L'approche pédagogique, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans l'approche... Je vais vous dire une anecdote. Je me souviens de son discours du 22 septembre juste après son élection en 2007. Moi, j'avais comme habitude de l'appeler chaque intervention télé qu'il faisait. Je l'appelais, et il s'y attendait d'ailleurs, pour lui faire des commentaires. Je me souviens, quand il m'a eu au bout du fil, il m'a dit, écoute Alpha, ça va? Oui, bon, je savais que tu allais m'appeler. Qu'est-ce que tu penses de mon discours? Il dit, mais président, votre discours, moi j'ai retenu un seul point dans le discours. Il dit, un seul point? Je dis, oui. Bon? Il dit, mais ça, sur lequel? Il dit, bon, vous savez, pendant les 5 ans, vous avez fait abattu tellement de travail. Il dit, président, tout ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est le renforcement de l'autorité de l'État. Il dit, oui, bon, je suis conscient de ça, c'est même un devoir, mais vous savez, comme tu me connais, moi, je lui ai coupé la parole. J'ai dit, mais président, je comprends, je vous connais. Ce que vous avez comme approche pédagogique, ça peut marcher souvent, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Il dit, les lois de la République sont faites pour être appliquées, et l'autorité de l'État, si elle n'est pas au rendez-vous, j'ai dit, ça peut nous amener à l'effondrement. Et tout ce que nous avons réalisé, on peut se retrouver
comme un château de sable, ça peut tomber, quoi. Vous avez parlé comme par prémonition. Voilà, justement. C'est-à-dire, il est à la recherche... Vous aviez senti qu'à ce niveau, il y avait des failles, il y avait même des insuffisances, des faiblesses. Non, c'est-à-dire que si insuffisance ou faille il y en avait, moi je le disais de façon naturelle. Effectivement, je n'ai pas la prétention d'être un donneur de leçons. Ou de, voilà. Mais je crois fermement, et ça c'est une conviction qui m'a pris tout le temps. Moi je ne crois pas à l'unanimisme. D'accord. Je crois au consensus, mais je le disais parce que le consensus avait son importance dans le premier mandat. Voilà. Oui, Amadou Toumani Touré, vous l'avez dit, on va revenir un peu peut-être sur les grands, sur les discours qui vous ont marqué, par exemple, les moments forts, parce que c'était aussi un homme qui faisait des apparitions médiatiques, c'était aussi l'ami de la presse, Amadou Toumani Touré. Donc déjà sur le consensus politique, Amadou Toumani Touré et la classe politique. Est-ce que, parce qu'il prônait le consensus politique, lui-même n'ayant pas de parti politique, il a réussi, comme par magie, à regrouper l'ensemble des forces politiques. Ça aussi, c'était Amadou Toumani Touré. Oui, en effet, et ça c'est... Ça a étonné pratiquement l'Afrique et le reste du monde, comment les gens peuvent être ensemble. D'abord, ce qu'il faut retenir, cela dénote, dans un premier temps, de la volonté politique du premier responsable d'un pays. Il faut d'abord vouloir faire un consensus pour y arriver. Mais je voudrais expliquer l'histoire de ce consensus-là, parce que ce n'est pas tombé du ciel. Vous savez, 2002, quand il venait, comme vous l'avez dit, au pouvoir, il n'a pas de parti politique. Il est venu comme un candidat indépendant, même si nous avons été soutenus au second tour par un regroupement de partis politiques Espoir 2002. Mais 2002, nous venons de quitter ou sortir d'un régime qui avait fait 10 ans de gestion, qui était l'ADEMA. Et l'opposition était complètement à côté. Mais mieux encore, l'ADEMA même était complètement à lambeaux. Parce qu'un certain nombre de cadres de l'ADEMA ont décidé de soutenir Amadou Toumani Touré pour des raisons qui leur sont propres. Alors, quand on sort d'une période de turbulence générale comme ça, où la gestion de l'ADEMA aussi n'a pas été une gestion saine 100%, il y a eu tellement de difficultés. Le président Alpha a fait 10 ans de gestion souvent très difficile, où il y avait des divisions au sein même de l'ADEMA. Même Alpha étant au pouvoir, il y a des courants, certains sont sortis et autres. L'opposition était, comme je l'ai dit, carrément laminée. Il y avait la division au sein de la société. Vraiment, il y avait une déchirure sociale. Donc, c'est fort de ce constat que le président ATT, quand il est arrivé, il nous en parlait, il nous a dit, bon, tel que je vois le Mali, mon devoir premier est de rassembler les Maliens autour du Mali. L'esprit du consensus, c'est surtout ça, rassembler les Maliens autour du Mali. Il dit, ça a l'avantage que nous nous mettons ensemble pour faire face à l'essentiel, surtout que la crise ivoirienne venait d'éclater. Et le Mali était tributaire en termes d'importation de la Côte d'Ivoire, pratiquement de 80%. Donc, vous voyez, il pensait qu'il fallait tout de suite, rapidement, faire ce consensus-là, mettre les Maliens ensemble, dessiner un avenir qui ne pouvait pas tarder, c'est-à-dire le désenclavement, pour que nous sortions de l'emprise de la crise ivoirienne. Donc, la deuxième raison aussi du consensus, au-delà de ce que je suis en train d'expliquer, il disait, mais ce consensus va permettre même à des partis qui sont fracturés, des partis qui ont des problèmes, à se reconstruire. À se reconstruire. Donc, véritablement, quand un pays sort d'une crise, je crois que la méthode de gouvernance qui est adaptée, à mon avis, c'est le consensus. Même si, après, le consensus, forcément, montre ses limites. Mais le premier mandat, quand même, vraiment, c'était nécessaire d'aller vers ce consensus-là. Même pour les résultats qu'il a pu obtenir, parce que c'était avec l'accompagnement de tout le monde. C'était les résultats du consensus politique. Voilà. Oui, sur les grands discours du président, il en a fait beaucoup. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les grands discours, ou 2 ou 3 discours, ou des déclarations fortes du président ATT qui vous ont marqué? Bon, c'est-à-dire que les grands discours qui ont marqué, c'est les discours qui appellent à l'union.
à l'Union. Parce qu'il était acharné sur le chantier du consensus. Il croyait en ça comme vertu. Et je crois que tous les discours du président ATT sont structurés autour de cette union sacrée-là que nous devons faire autour du Mali. Mais au-delà de ça, comme je l'ai dit, les discours de ATT reflètent sa vision. C'est-à-dire que tout ce qu'il a eu à réaliser, que ce soit les logements sociaux, que ce soit les réalisations des routes, les ponts, les hôpitaux, hameaux, et j'en passe. Ce que vous devez comprendre, M. Attaher, toutes ces réalisations ont été mûries, réfléchies avant qu'il n'arrive au pouvoir. Parce qu'on en parlait depuis 1997. En privé, en tout cas, c'est pas en privé, mais en dehors du public, mais au niveau de la fondation, on avait un petit créneau qu'on appelait conseiller de ministres. Okay. Donc chaque 17h, il nous appelait les jeunes, on discutait. Donc, il nous livrait sa vision. Il dit, bon, si j'étais au pouvoir, j'allais expérimenter telle chose. Le problème de location des cadres pour avoir une maison à Bamako. Un cadre aujourd'hui pour avoir une maison. Mais il faut faire au moins 20 ans ou 30 ans d'épargne pour pouvoir peut-être faire une petite baraque quelque part à Bamako au village. Il dit, mais si nous avons une politique de logement tout de suite là, financée par l'État et que les gens remboursent, comme on le vit aujourd'hui, ça dit c'est des logements à prix social, parce que ce ne sont pas des logements sociaux. Okay. Logements sociaux, c'est des quartiers résidentiels à la limite. La viabilisation, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a toutes les commodités de la vie, l'école, les espaces verts. Donc, je considère ça comme des quartiers résidentiels. Donc, il avait... Parce que, comme je l'ai dit, c'est tiré de l'expérience de la vie de Bamako. Il regarde... Bamako était complètement... C'était difficile à vivre, quoi. Donc il fallait trouver un moyen de désengorger, de trouver un moyen et des cadres beaucoup plus agréables pour les... Parce qu'un cadre, son problème aujourd'hui, son problème c'est le logement, la santé, l'éducation de ses enfants. Mais quand on arrive à assurer ça, on peut dire vraiment qu'on lutte efficacement contre la pauvreté et la corruption. Ok. Voilà. Ok. Quelles étaient ses relations avec ses collaborateurs? Voilà, ceux qui ont travaillé avec lui, l'ambiance de travail. Oui, bon, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Mais à côté de cet humour-là, il aime le travail bien fait, il aime la rigueur. Vous voyez, il n'est pas un homme de sanctions, comme on le sait, mais il aime beaucoup la rigueur. Et je crois qu'il avait un rapport cordial, si nous pouvons dire, avec ses collaborateurs. C'est le moins qu'on puisse dire, quoi. D'accord. Donc avant de parler peut-être de... on sait aussi qu'il a une dimension internationale, il était médiateur de conflits, Amadou Toumani Touré. Mais déjà, dans la crise du Nord, sa gestion sera décriée par une partie des militaires et même par une partie de l'opinion. À ce niveau, est-ce que vous pensez qu'il n'a pas été compris? Je pense qu'il n'a pas été compris sur beaucoup de choses. Il n'a pas été compris sur beaucoup de choses. Bon, pour ce qui concerne les médiations qu'il a eu à faire en Afrique, bon, tout le monde sait, c'était l'exemple vivant de cette médiation-là, c'est Centrafrique. Il est arrivé à trouver une solution à la crise centrafricaine. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Au-delà, je pense qu'il était aussi dans des commissions des Nations Unies, sur le Rwanda, sur un certain nombre de pays, dans le Grand Lac là-bas. Donc, mais ça, ce n'est pas bien connu des Maliens, mais il a beaucoup travaillé à ce niveau-là. Maintenant, pour revenir à la crise du Nord, ça c'est un dossier assez sensible. Okay. On ne peut dire que ce que nous connaissons. Ouais. Je pense que non seulement peut-être sa vision, certaines de ses visions sont aujourd'hui la manifestation de la présence des forces étrangères au Mali. Il avait toujours dit que cette guerre nous a été imposée et qu'un seul État ne peut pas faire face, n'est-ce pas, à ce péril terroriste-là. Mais avant d'arriver à ça, la guerre du Nord, comme vous le savez, elle a deux pieds. Et la rébellion et puis l'effondrement de la Libye. Parce que c'est l'effondrement de la Libye qui a favorisé le terrorisme dans le Sahel. Je pense qu'il avait sa vision, peut-être qui n'était pas partagée par tout le monde, souvent même certains de ses proches, sur la question du Nord. Je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais peut-être qu'il y a eu des insuffisances à ce niveau-là aussi. Il y a eu un coup d'État, justement, peut-être pour
condamné ça, une partie des militaires. Le CNRD, à l'époque dirigé par le capitaine Amadou Ayassanogo, a renversé le régime de ATT à quelques encablures de la fin de son deuxième et dernier mandat, s'apprêtait à faire les élections présidentielles. Comment vous avez appris la nouvelle à l'époque? La nouvelle... après, il y aura une démission qui va suivre, mais déjà, la nouvelle du coup d'État, comment vous l'avez appris? Bon, vous savez, le coup d'État, pour être honnête, tout le monde s'y attendait. Parce y compris vous? Oui, y compris nous tous, parce qu'il y a eu un moment où vraiment... le président, il avait perdu la main. C'est-à-dire, si je dis perdre la main, c'est par rapport à la gestion politique du pays. Comme je l'ai dit, je vous ai expliqué en partie les insuffisances du consensus. Parce que quand un président qui est entouré de partis politiques, n'est-ce pas, ou d'autres forces politiques qui ne sont pas les siens, ou les siennes, n'est-ce pas, vous n'avez pas de socle politique. Au moindre secousse, mais si tout le monde vous abandonne, vous restez seul. Le président n'avait pas de socle politique. Et c'est ça que j'appelle pas les inconvénients, les insuffisances du consensus. Bon, le coup d'État, vous savez, le Mali était déjà avec la chute de Kadhafi, l'invasion du Nord, la rébellion qui était soutenue par des forces étrangères, ça il faut aussi le souligner. Je pense que les difficultés se sont accumulées à un certain niveau où, dans la rue, les gens parlaient de coup d'État. Même le président de l'Assemblée à l'époque, qui était Dioncounda, il a dit sur une plateau ORTM qu'un coup d'État n'était pas exclu. Donc, les gens n'ont pas été surpris par le coup d'État parce que vraiment le régime était affaibli. C'est des périodes assez sombres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant le coup d'État, le Mali n'était pas... Le nord du Mali n'était pas 100% occupé. Kidal n'était pas pris, Gao n'était pas pris, Tombouctou n'était pas pris. Voilà, il y avait des problèmes à Tessalit et à Ménaka. Mais à quelques jours des coups d'État, ça s'est même un peu apaisé. Si on était peut-être accompagné par la communauté internationale, voilà, on n'allait pas peut-être subir ce revers-là que l'armée a subi au nord. Le coup d'État aussi a précipité la chute complète du pays, dans le chaos. Donc après la chute, il s'est retrouvé, Amadou Toumani Touré, l'ancien président, s'est retrouvé à Dakar pour un exil de 7 ans, qui va durer 7 ans. Et comment vous, ses amis, comment vous avez vécu aussi l'exil forcé du président Titi? Bon, avec beaucoup, vous conviendrez avec moi que ça c'est avec beaucoup de peine qu'un président que vous avez, ou en tout cas un patron que vous aviez côtoyé pendant pratiquement plus de 20 ans, se retrouve, en fait, même dans ses rêves les plus sombres, il ne pouvait pas imaginer être un jour en exil. Je pense que c'est les moments les plus difficiles de sa vie. Parce que moi, je connais son attachement pour le Mali. Je connais son attachement, son patriotisme pour le Mali, et il l'a exprimé dans ses actions. Et un beau jour, se retrouver comme ça, en dehors du pays par contrainte, lui, il a vécu ça avec beaucoup d'amertume, et nous, les proches, nous tous, nous avons aussi vécu ça avec beaucoup de peine. Moi-même, qui vous parle, j'ai fait 18 mois au Burkina Faso. Voilà, j'ai passé 18 mois au Burkina Faso. Donc, ce n'est jamais bon d'être en exil. Je pense que Et vous partiez le voir à l'époque, à Dakar? À Dakar, je partais le voir à Dakar, effectivement. Oui. Vous parliez souvent du pays? Mais ça, c'est automatique. Dès qu'on se voit, on ne parle que du pays. Voilà. Il avait un souci. Je me souviens, quand j'étais le voir à Dakar, nous étions en discussion 5-10 minutes seulement. J'ai reçu un coup de fil pour dire que Diongounda était mort. J'ai dit, Diongounda mort? Il dit, oui, quelqu'un m'a appelé qu'il est mort et que la foule est montée à Koulouba, il a été tabassé. Bon, on l'avait laissé pour mort, donc la personne me disait qu'il était mort. Moi, j'étais à côté du président. J'ai coupé le téléphone, j'ai dit, mais président, il n'y a pas de bonne nouvelle. Il dit, quoi, Alpha? Il dit, mais il paraît que Diongounda est mort. Il dit, non, cela n'est pas possible. Il dit, Alpha, toi et moi, nous devons prier pour que Diongounda ne meure pas. Parce qu'on a touché le fond, mais si Diongounda meurt, le Mali ça c'est la dispersion du Mali. Donc il faut prier pour que Diongounda ne meure pas.
Et il a donné sa vision des choses. Il avait un souci permanent. Bien qu'il était en exil, hein, il était préoccupé par la situation sociopolitique du pays. Et il voulait absolument que le pays retrouve la paix, la stabilité. C'était son souci permanent. Bien qu'étant un exilé forcé. Mais vraiment... Et puis après, on va voir, hein, il est allé pratiquement décrier, il était en disgrâce, mais quand il est revenu avec tous les honneurs. C'était ça aussi peut-être un signe du destin. Et il est parti, il est mort aussi avec les honneurs. Les pleurs souvent de beaucoup de Maliens qui, pour la plupart, ont même regretté son départ. Bon, moi je crois que ça c'est propre aux Maliens. Nous sommes un peuple malheureusement comme ça. Souvent on n'apprécie pas les qualités, souvent de leadership ou les qualités humaines de certaines personnes. Que quand on les perd ou quand ils quittent leurs responsabilités. Bon, je pense que s'il a eu un soulagement, c'est surtout ça, parce que la manière dont il a perdu le pouvoir, c'est une manière très humiliante. Et revenir comme ça avec tous les honneurs, nous pouvons dire que c'est le coup du destin. Et Dieu a été généreux avec lui. Okay. Voilà, c'est okay. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a eu des regrets, le président Amadou Toumani Touré, après? Parce que quand on se retrouve en exil forcé, c'est sûr que ça, on réfléchit beaucoup. C'est un moment d'intense... c'est des moments où on est dans la réflexion. Introspection, oui. Et puis, voilà, regard sur le... Voilà. Je pense qu'il a eu beaucoup de regrets. Okay. Il a eu beaucoup de regrets. Certains regrets, peut-être qu'il ne pouvait pas les extérioriser, mais quand on discute avec lui, il a dit, mais si c'était à refaire, certaines erreurs qu'il a commises, il n'aurait pas commis ces erreurs-là. Okay. Voilà. Mais est-ce que lui-même, il avait l'habitude de vous parler peut-être de l'ingratitude? Souvent, vous l'avez dit vous-même, vous dites que l'homme malien est comme ça. Peut-être souvent l'ingratitude de l'homme malien qui aujourd'hui peut vous applaudir, mais dès que vous êtes en disgrâce, il se met à vous jeter des cailloux et puis vous regardez avec un air méprisant. Il était dans il n'était pas à sa première expérience d'ingratitude. Hein. Pour la petite histoire, je me souviens, il nous disait ça tout le temps, avant même de revenir au pouvoir. Quand il a quitté la transition, il a transmis le pouvoir à Alpha. Mais ce jour-là, moi j'ai tellement rigolé. Quand il explique ça, ça me faisait tellement rigoler. Il me dit, mais Alpha, quand nous avons fait la prestation de serment, le temps de passer à Koulouba pour aller dire au revoir à Alpha et l'installer, mais j'ai retrouvé des gens là-bas qui étaient avec moi. Je dis, mais vous êtes déjà ici? Il dit, mais c'est terrible. Et je suis allé, il dit qu'il est allé avec du monde à l'investiture, il est retourné seul. Ils sont restés pour lui, pour eux, désormais, non, il doit se sauver, quoi. Oui, mais bien sûr, même vous aujourd'hui qui vous êtes présentateur, aujourd'hui vedette au niveau télé au Mali, mais tout le monde va vous chérir, hein, mais le jour où je ne le souhaite pas, le jour où vous allez décider de faire autre chose et quitter la télé, mais à certains, même quand vous les appelez, vous n'aurez pas au téléphone. Hein. Et l'ingratitude, il en était habitué. Est-ce que l'ingratitude est malienne, hein? Non, moi j'ai du respect pour les Maliens, je ne dirais pas ça, c'est humain. C'est humain. Voilà, parce que ce n'est pas au Mali seulement qu'il y a de l'ingratitude. L'ingratitude, c'est partout. C'est tout partout. Okay. Voilà, mais je n'aime pas les caricatures, dire que ah oui, les Maliens sont ingrats. Non, tout le monde sait ce qui se passe. Donc, d'après les gens ne vont pas manger leur piment. Oui, parce qu'on l'a vu, Atiti lui-même l'a dit, il a même fait de la caricature pour justement vous répéter. Et il disait que quand il partait, il était seul. Quand il partait à l'aéroport au soir du 8... Non, il est parti un soir, effectivement. Et il est revenu en plein midi. En plein midi, il disait que quand il partait, il était seul. Mais quand il est venu aujourd'hui, il est avec du monde, on vient l'accueillir, on vient l'applaudir. Est-ce que quelque part, c'est pas nous renvoyer un peu cette image voilà, d'homme qui n'est pas peut-être constant dans nos réflexions, dans nos jugements? En fait, sincèrement, pour être tout à fait juste, il y a ce problème-là dans notre pays. Mais je l'ai dit, nous ne sommes pas les seuls. Ça, c'est un problème humain. C'est vrai qu'au Mali, quand on est aux affaires, vous avez du monde autour de vous. Mais dès que vous perdez les privilèges, les opportunités, et vous perdez les hommes,
J'étais un jour, j'ai été voir un ministre au temps de ATT que je ne vais pas nommer, il était ministre des Finances. Il venait juste de quitter son poste une semaine après ou 10 jours. On est resté, son téléphone était à côté de lui, mais on a fait 1 heure de temps, on bavardait avec 1 heure de temps. Le téléphone ne sonne. Il a pris le téléphone, il dit, mais lui, il ne comprend pas. Son téléphone a des problèmes parce que depuis 1 heure de temps, ça ne sonne pas. Mais moi, je lui ai dit, mais monsieur le ministre. Il n'a pas compris. J'ai dit, mais monsieur le ministre, vous n'avez pas compris. Le téléphone a l'habitude de sonner peut être. Voilà, chaque minute. Voilà. Chaque et puis là, minute. de 1 heure de temps, il ne va pas être peine. J'ai dit, monsieur le ministre, ce téléphone va rester longtemps avant de sonner parce qu'on n'a plus besoin de vous. Il dit, mais vous avez raison. Donc, comme je l'ai dit, ATT, ce n'est pas en 2012 seulement qu'il a vécu cette expérience. En 92, quand il a transmis le pouvoir, il est allé avec du monde, il nous disait qu'il est revenu, il est retourné seul. Il y a des gens qui ne sont jamais passés le voir jusqu'à ce qu'il est revenu au pouvoir. Ou qui, quand ils ont senti le vent, parce que déjà en 2001, certains quand même estimaient qu'il avait ses chances pour remporter les élections. Donc certains ont fait leur retour. Et sans gêne. Donc maintenant, à un moment, on disait que le président Amadou Toumani Touré se préparait à écrire ses mémoires. Est-ce que c'était de l'information? Est-ce que c'était de l'info ou de l'intox? Non, ce n'est pas de l'intox. Je pense qu'il était sur ce travail. Moi, il me l'a dit. Il m'a dit qu'il était sur le travail. Il m'a dit un certain nombre de choses que je ne vais pas révéler. Mais il était avancé. Je pense que je fais confiance à un homme qui est parmi les gens qui vont garder de manière précieuse l'héritage de ATT. Ça, c'est la personne de Seydou Sissouma. Seydou Sissouma, journaliste. Un grand intellectuel brillant. Et il est d'une honnêteté et d'une loyauté déconcertante. Voilà. Il était, je rappelle, il était le directeur de la communication du président Amadou Toumani Touré. Il a aussi travaillé comme rédacteur en chef du journal Le Soleil. Un ancien aussi du CESTI de Dakar, où il est sorti major de sa promotion. Mais récemment, pour être plus complet, il était directeur de cabinet. Il était directeur de cabinet avant la mort de ATT. Il était directeur de cabinet, effectivement. Il avait aussi cette chance. Un de ses amis, très proche de lui. Il a eu cette chance de rendre aussi un dernier hommage au président ATT. Tout à fait, lors de son décès, des obsèques, effectivement, il a eu... On se rappelle, il a pratiquement fondu en larmes. Mais à juste raison, parce qu'ils étaient ensemble tous les jours. Et au-delà de ça, il était dans sa confidence. Et, vous savez, il aimait beaucoup Sissouma, parce que Sissouma le mettait à l'aise. Même quand il est stressé, il voit Sissouma trouve toujours un petit mot pour décompresser, quoi. Donc ça, on n'a pas ça tout le temps. On n'a pas cette chance d'avoir dans nos relations, d'avoir quelqu'un. Chaque fois que nous sommes stressés, nous avons des problèmes, nous avons quelqu'un qui nous met à l'aise, qui nous fait oublier, qui nous sort du stress, nos petits soucis, qui nous sort du stress du moment. Donc ça, c'était Sissouma. Au-delà du travail intellectuel très costaud qu'il a battu auprès du président. Donc mais vous pensez que Sissouma, je suis sûr que Sissouma, comme d'autres, non, il n'est pas le seul. Il va avec un comité peut-être travailler. Non, il y a la famille d'abord. Il y a la famille parce que tout ce que Sissouma fait au nom du président, il le fait avec la bénédiction de la famille, à commencer par la première dame, Traoré. Donc je vais profiter peut-être pour dire à Seydou Sissouma, s'il nous regarde ce soir, si il décide de parler du président Amadou Toumani Touré, de son compagnonnage avec lui, les portes de Djoliba TV restent largement ouvertes pour lui. Nous trouverons peut-être le créneau pour lui donner la parole pour qu'il nous fasse peut-être son témoignage sur l'homme qui était ATT et puis le point de la relation. Tout à fait. C'était... Oui, je pense que Sissouma, il le fera. Comme je l'ai dit, ce travail de mémoire, il était en train de travailler sur ça. Ils ont fait un certain nombre de travail d'entretien sur ses mémoires. Il le fera en accord avec la première dame Lobo, ses enfants et puis les autres membres de la famille. Monsieur Alpha Soumano Alpha Dios, Alpha Dios, ça sonne bien Alpha Dios. Oui, c'est votre nom. C'est mythique. C'est mythique. Est-ce que ce nom Alpha Dios a une histoire? Oui, bon, le nom a histoire, mais on parlera ça une prochaine fois. Parce que, on va en parler peut-être. Quand on ne dit pas Alpha Dios, les gens ne se retrouvent pas. Voilà, parce que c'est ce nom qui est connu par tout le monde. ATT me disait, d'ailleurs, allez-y. ATT me disait chaque fois, il me disait, mais vous savez, Alpha, le nom,
par lequel les gens vous appellent là. C'est ça votre vrai nom. Hein? Oui, parce que lui, le nom par lequel les gens vous connaissent, c'est celui-là, votre vrai nom. Ok, oui. Voilà. Parce que lui aussi, on l'a donné le nom ATT et puis c'est resté, quoi. Voilà, c'est resté. Oui, ok. Quel héritage, on est pratiquement à la fin de l'émission, il nous reste 3-4 minutes pour conclure l'émission, ça va vite. Je rappelle que ce soir à 21h, vous devriez être là avec Serge Daniel et l'ancien ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Ndiaïba, pour justement parler aussi de ATT, le soldat de la paix, l'ami des enfants, le héros de la démocratie. Mais déjà, qu'est-ce que la postérité va garder du président Amadou Toumani Touré? C'est ses œuvres et ses réalisations. Jusqu'à la fin des temps, on dira ATT Bougou. Jusqu'à la fin des temps, on dira amour. L'amour pour les téléspectateurs non maliens, voilà. C'est assurance maladie obligatoire. Et les hôpitaux qu'il a construits, le troisième pont, l'échangeur multiple. Ça, ce sont des œuvres qui vont rester dans les consciences collectives. Okay. Les tracteurs, parce que c'est lui qui a été le premier à faire l'usine de tracteurs au Mali. Okay. Mais pour les jeunes, les étudiants, c'est Kabbalah, l'université de Kabbalah. Cette université a été construite avec une vision à long terme. Donc ça, ce sont les grands axes de sa gouvernance. Donc pour la postérité, effectivement, on va aussi retenir le consensus, quand même, comme action politique. Le consensus politique. Voilà, le consensus politique. Est-ce que pour vous, l'histoire gardera le nom d'Amadou Toumani Touré, l'histoire du Mali va garder ça comme un grand nom, comme quelqu'un qui a marqué les esprits, qui a marqué l'histoire? Non, c'est ce que j'ai dit. À travers ses actes, ses œuvres, forcément l'histoire va garder cet homme dans les consciences, hein, parce qu'il y a des choses qui restent. C'est pourquoi on demande à chaque homme de Pour l'histoire, hein, il était aussi l'homme du 26 mars. Hein, oui, l'homme du 26 mars, le soldat de la démocratie, l'ami des enfants. Oui. Il y a la Fondation pour l'enfance, il y a l'hôpital Luxembourg, ce sont ses œuvres. Aujourd'hui, l'hôpital, c'est une référence à Bamako ici, en termes de plateau technique. D'accord. Voilà. Ok. Donc, je vais vous donner peut-être le mot... je vais vous donner la parole pour dire aujourd'hui qu'est-ce que cette journée d'hommage que vous avez initiée, que Djoliba aussi accompagne, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une symbolique, un souvenir d'un homme qui a donné sa vie au Mali, un homme, comme je l'ai dit, qui a laissé un héritage à travers ses œuvres, à travers ses réalisations. Et comme vous l'avez dit, chaque fois qu'on pense à un homme, on pense à ses œuvres. Surtout, ses œuvres sont soutenues par une vision. Comme je vous ai dit ça dans le débat, je le rappelle encore, tout ce qu'ATT a eu à faire tout au long de ces 2 mandats-là, ça a été mûri, réfléchi, et cette vision, il l'avait avant même d'accéder au pouvoir. C'est pourquoi c'est très dangereux de donner le pays à des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont que des slogans. Parce que quand on n'a pas de vision, on ne peut rien réaliser. Lui, tout ce qui a été fait, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas eu de hasard. Il a tout mûri, réfléchi, il avait une vision pour le Mali, pour le développement général du Mali, au global, quoi. Donc, et ce qu'il a mis en œuvre. ATT avait une vision pour le Mali. Ce sont là les mots de fin de notre invité Alpha Soumano, dit Alpha Dios, un élu local et puis ami proche ami du président Amadou Toumani Touré. Merci. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier pour cette invitation. Merci infiniment. Et merci pour votre accompagnement pour la journée d'hommage. Oui, devoir. Et j'ose espérer que désormais ça sera une tradition. Inch'Allah. Voilà, pour rendre hommage à Tété et à tous ceux qui travaillent pour le bonheur, l'honneur du Mali et qui font aussi la fierté du Mali. Nous devons les célébrer. C'est aussi un devoir et une intime conviction. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette première partie de cette édition spéciale consacrée à Amadou Toumani Touré. Donc dans dans une heure, vous allez retrouver le journal télévisé de Djoliba TV News, exclusivement consacré ce soir à Amadou Toumani Touré, ses réalisations, sa vision, et puis qui était aussi l'homme, son parcours. Et à 21h, nous allons aussi
nous retrouver encore une fois ici sur ce même plateau, mais avec deux autres invités. Serge Daniel, journaliste, écrivain, Ingaïba, ancien ministre de l'Artisanat et du Tourisme, et aussi notre invité Alpha Soumano. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition spéciale. On se retrouve dans quelques heures pour la suite de cette édition spéciale consacrée au président Amadou Toumani Touré. Édition spéciale.